Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux ici à l'Institut français du Maroc de vous retrouver à nouveau pour une troisième rencontre avec Lionel Trouillot. Alors, depuis Haïti. Alors, justement, depuis Haïti, nous avons pas mal de soucis parce que nous étions avec Lionel Trouillot jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, et puis on l'a perdu. Donc, comme vous pouvez imaginer, la connexion à Haïti, il y a pas mal de problèmes, pas mal d'instabilité. Donc, je croise les doigts pour qu'on puisse le retrouver. Donc, en attendant, je peux vous dire quelques mots sur la suite, voilà, en espérant qu'il réapparaisse. Alors, nous avons le 21 janvier, comme vous le savez, donc, une rencontre avec Andrei Makin. Donc là, ce sera depuis la Russie. On espère aussi que tout se passera bien. Et puis, on a eu quand même quelques nouvelles pour la suite à partir donc de février. Donc, on attend Hicham Lasri en espérant que voilà, il a été sollicité, pressenti. Sur le principe, c'est d'accord. Et sinon, on est très heureux de participer donc à une rencontre, à un cadre de rencontre qui se tient depuis Paris et qui s'organise en fait depuis déjà pas mal d'années. C'est Je viens de loin, j'écris en français. Et en fait, pour cette rencontre qui est organisée par l'Alliance française à Paris et par l'Institut français de Paris, donc il est question qu'il y ait en fait une rencontre, un plateau avec donc la BDiste Zainab Fassiki, avec donc Leila Slimani, avec Rachid Benzine. Donc, et du coup, nous serions donc amenés à participer à cette rencontre. Donc là, ça serait donc en collaboration avec eux. Et puis sinon, on attend également donc Ablatif Labi. Et Ablatif Labi souhaite retrouver son public ici au Maroc et il souhaite vraiment que la rencontre se fasse en présentiel. Donc là, ça serait aussi, bon, même si ça se fera en présentiel, on pense aussi pouvoir l'enregistrer pour que le plus grand nombre puisse assister. Voilà, donc ça, ce sont les nouvelles pour la suite. Alors, est-ce que Lionel est dans le coin? Alors, apparemment, on ne le voit pas arriver. Ça, c'est les... Comment dire les... Toujours pas là. Toujours pas là, on est très embêtés. Alors, je ne sais quoi vous dire, parce que c'est quand même... Alors, on vous propose d'attendre 5 minutes, prenez un café, un thé, voilà, soyez patients avec nous, avec la technologie. Voilà, donc on va se donner 5 minutes et on se retrouve dans 5 minutes. Je crois aussi qu'à cette heure-ci, il doit y avoir une pression pas possible sur le réseau à Haïti. Alors, est-ce qu'il est là? Toujours pas là.
Ah, très bien. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Le webinaire a démarré et donc j'ai expliqué la situation dans laquelle nous sommes avec vous et nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc Hanan et Saïdi, donc je vous passe la parole et donc à vous pour entamer ce joli dialogue et je vous signale que bien sûr vous savez que vous pouvez poser vos questions sur la colonne de droite et nous essaierons, enfin Lionel et Hanan donc essaieront de répondre voilà à vos questions. Donc très belle rencontre et à très bientôt. Merci. Merci. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je tiens à rappeler que nous avons 1 heure, voilà, pour discuter un peu de l'œuvre littéraire de Lionel Trouillot. Puis on aura 1/4 d'heure supplémentaire à consacrer au débat, si jamais il y a des remarques ou bien si jamais il y a des questions posées par le public. Voilà, un public que je tiens à remercier. Voilà, de sa présence. Et au nom justement du public et de l'Institut français du Maroc, je tiens à remercier Lionel Trouillot qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui à partir d'Haïti. Voilà, donc je ne sais pas si je dois vous présenter Lionel Trouillot. Il y a sur la page justement où il y a le formulaire pour s'inscrire. Vous avez toute une fiche descriptive un peu qui rappelle que Lionel Trouillot est un romancier, poète, essayiste, né à Port-au-Prince en Haïti en 1956. Il est né dans une famille d'avocats et puis il a vécu une bonne partie de son adolescence aux États-Unis avant de revenir à Port-au-Prince, c'est-à-dire dans son île natale, où il va s'engager contre l'oppression, contre la dictature, un combat qu'il mène encore aujourd'hui. C'est un auteur prolifique, voilà, avec une œuvre assez variée, où il y a de la poésie, des essais, des romans aussi. Il a eu pas mal de prix, notamment pour son roman Bicentenaire, mais aussi Yan Valou pour Charlie, pour La Belle Amour humaine. Il est fait chevalier des arts et des lettres en juin 2010. Et puis, c'est un agitateur culturel qui anime pas mal d'ateliers de lecture, qui a aussi fondé, dirigé des revues, notamment à Port-au-Prince. Et puis, il est aussi le président de l'association Étonnant Voyageur donc en Haïti. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous trouverez tout cela justement sur la page du webinaire. Et donc pour citer quelques titres majeurs de l'œuvre de Lionel Trouillot, je pense à Cité perdue, Kandjaou, Dictionnaire de la rature, Parabole du failli, Objectif l'autre, Haïti, le dur devoir d'exister, et puis un collectif après le séisme de 2010, Refonder Haïti, et puis, comme je viens de le dire, Yan Valou pour Charlie, Éloge de la contemplation, L'amour avant que j'oublie, Bicentenaire, et Rue des pas perdus. Voilà, et une bonne partie de l'œuvre de Lionel Trouillot est publiée chez Actes Sud, mais aussi Rive-Neuve. Très bien, et je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire je vais poser une question un peu classique, mais je vais demander à notre invité, voilà, je vais vous demander pourquoi écrivez-vous Lionel Trouillot? En fait, vous êtes né dans une famille d'avocats et rien ne vous destinait à l'écriture. Vous avez même engagé des études en droit, mais vous avez tout abandonné, tout laissé tomber justement pour faire de l'écriture et de la littérature votre engagement. Est-ce que vous avez choisi d'écrire? Est-ce que c'est un choix qui a été dicté par les réalités ou par l'histoire politique et sociale de votre pays, ou bien c'est un choix personnel, c'est un appel poétique? C'est un peu plus… Merci de m'inviter. Et comme je le dis souvent, et je suis sincère en le disant, ce n'est pas au public de remercier les écrivains, mais c'est aux écrivains de remercier le public.
Nous avons déjà l'arrogance de publier des livres et de vous les donner à lire. Maintenant, si vous avez la gentillesse de nous écouter en plus, c'est à nous de vous remercier, certainement pas l'inverse. Maintenant, sur mon rapport à l'écriture, c'est un peu plus nuancé que cela. Une famille d'avocats, c'est vrai, mais aussi une famille de producteurs de textes, de producteurs de livres et de professeurs de littérature. Mon oncle, qui est Enoch Trouillot, l'historien haïtien le plus cité du XXe siècle, était aussi un écrivain de littérature. Mon père a commis quelques poèmes tout en menant en carrière, lui aussi, d'historien et de juriste. Donc, nous sommes nés, nous sommes 4 dans cette fratrie, nous sommes nés dans un univers de discours, de langage, de production de textes. Maintenant, quant à mon rapport personnel à la production de textes littéraires, je pense que tout écrivain qui vous dit voilà pourquoi j'écris comme si c'était une constante porte un faux témoignage sur lui-même. J'écris à des moments différents pour des raisons différentes. Il m'est arrivé d'écrire parce que je voulais parler à une femme et que je n'osais pas le faire directement. Il m'est arrivé aussi d'écrire parce que j'ai vu dans la rue quelque chose qui m'a paru inacceptable. Disons qu'il y a en moi cette nécessité, cette chose dont je ne connais pas le nom ni l'origine qui me pousse à écrire, mais écrire quoi? Cet écrire quoi est déterminé par des périodes dans la vie qui vont de l'intime au social. Je n'ai jamais rêvé d'être j'ai toujours écrit. Ma mère considérait la littérature comme le mensonge absolu après le journalisme. Bon, c'est un peu s'est démêlé avec mon père qui était journaliste. Et elle me disait, tu as appris les métiers du mensonge. Parce que je suis aussi journaliste et écrivain. Mais elle dit que j'ai commencé à mentir à l'âge de 6 ans. Donc, je crois qu'il m'arrivait d'écrire. Mais j'ai jamais pensé à faire de l'écriture, si vous voulez, un métier. J'ai toujours été habité par cette nécessité d'écrire. Mais je voulais être un grand joueur de volleyball, je n'ai pas la taille. Je voulais être un grand chanteur, je n'ai pas la voix. Et peut-être me suis-je contenté de la littérature parce que je n'ai pas pu faire les choses que je voulais faire dans le fond. Mais plus sérieusement, cette nécessité d'écrire je crois qu'elle m'habite. Quelle en est l'origine? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. C'est une origine qui varie. Il y a des moments de ma vie où j'ai pensé qu'il fallait vraiment parler de la réalité sociale, d'autres où je me suis un peu perdu, embrouillé dans des textes à caractère un peu plus personnel ou intime. Mais dans le fond, je crois que si la littérature répond du point de vue de l'écrivain, à un besoin tout à fait individuel, intime, que l'on ne peut pas soi-même expliquer, cela n'interdit pas qu'elle pose des questions sociales. Voilà donc ce que j'essaie de faire dans les petites choses que j'écris. Très bien. Et là, je vais vous poser la deuxième question. On sait très bien que vous avez écrit des poèmes en créole et des romans en français. Comment est-ce que vous gérez ce rapport justement à ces deux langues, au créole et à la langue française? Là encore, c'est assez nuancé. Et j'ai publié des poèmes en créole et des romans en français, mais j'écris aussi des textes de fiction en créole. D'ailleurs, j'ai publié il y a 2 ans un roman en créole qui a pour titre Agacer l'espérance. Le problème, c'est que les textes en créole, même si le créole est devenu une langue officielle et qu'il y a aujourd'hui des lecteurs et un petit marché, il n'y a pas d'éditeur pour les textes de fiction en créole. On peut prendre le risque de publier une plaquette de poèmes, mais c'est plus compliqué de publier un roman de 200 pages à compte d'auteur. Donc, c'est surtout un problème d'édition qui se pose. Personnellement, je dis que c'est le texte qui choisit sa langue. Et j'essaie de vivre en ayant à ma disposition ces 2 langues, le français et le créole. Le texte, quand il me vient,
que ce soit un texte poétique ou un texte de fiction, quand il me vient, je le laisse un peu choisir sa langue. Il m'est arrivé de Les Enfants des héros, un roman que j'ai publié en français, il avait commencé en créole et ça ne marchait pas. Donc, je suis passé au français et ça a marché. De même, Agacer l'espérance, ce roman créole, j'avais commencé en français, ça ne marchait pas. Et je l'ai repris en créole. Là, je m'amuse, je viens de publier un roman en français, Antoine Desgommiers, et là, je m'amuse à l'écrire aussi en créole. Je n'ai pas, si vous voulez, de hiérarchie dans l'usage que je fais des deux langues dans lesquelles j'écris. J'essaie simplement d'être très respectueux de ces deux langues. Et quelle est la façon pour un écrivain d'être respectueux envers la langue dans laquelle il travaille? C'est de chercher à l'intérieur de cette langue sa langue à lui. Donc, que ce soit en français ou en créole, je cherche la même langue. Une langue qui serait éventuellement du trouillot, que je ne trouverai sans doute jamais. Mais je pense que c'est ça aussi le bonheur et le paradoxe de la littérature, c'est de chercher cette langue à soi qu'on sait bien qu'on ne trouvera jamais. Mais je le fais dans les deux langues. Pour l'histoire, il y a un moment où écrire en créole était carrément de l'ordre de la nécessité ou du choix politique. Puisqu'il y avait une fusion entre l'establishment littéraire et l'establishment politique dans les années de la dictature. La dictature n'aimait pas beaucoup la littérature de langue créole parce que ça permettait quand même de s'adresser au peuple et elle ne le souhaitait pas. Donc, à un certain moment, écrire en créole était carrément un acte de politique, un acte de résistance, un acte de rejet de l'establishment littéraire qui valorisait tout ce qui était écrit en français, que ce soit les éternelles rimes entre amour et toujours, des choses qui n'avaient ni sens, ni beauté, ni qualité, et de totalement rejeter ou minimiser ce qui s'écrivait en créole. Moi, j'ai commencé à écrire des textes en créole très jeune, adolescent, des textes très engagés, dont certains que je n'ai pas signés, parce que c'était le temps de la dictature. Même si je me retrouvais à New York, il n'était pas bon de signer ces textes. Donc, à ce moment-là, dans les années 60, 70, écrire en créole, c'était, comme je le disais, quasiment un acte politique. Et la thématique de ce qu'on écrivait à l'époque était très portée, non seulement sur le social, mais sur la politique même. Mais depuis, les choses ont heureusement évolué. On n'est pas astreint à une thématique dans une langue ou dans une autre. Et je dois dire que la plupart des écrivains haïtiens vivant en Haïti, s'agit-il d'Evelyne Trouillot, de Gary Victor, de Ketli Mars, d'Émilie Prophète, de Jean-Michel et d'autres, Franck Etienne, bien sûr. Ce que je vous ai fait, elle est vraie un peu pour nous tous. C'est le texte qui choisit sa langue. Très bien. Et en parlant de la langue créole, je voudrais bien vous poser une question sur votre position par rapport au mouvement de la créolité qui s'est développé vers la fin des années 80, après la publication de l'éloge de la créolité par Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Barnabé. C'est toujours mettre un Haïtien dans l'embarras quand vous lui demandez de parler de la créolité. Il y a une raison historique à cela. La littérature, entre guillemets, nationale haïtienne naît avec l'indépendance d'Haïti en 1804. Donc, c'est une littérature beaucoup plus vieille, même si elle est jeune, c'est quelques 200 ans, mais c'est une littérature beaucoup plus vieille que les littératures des Antilles françaises. Et il y a un long processus qui a commencé par une littérature totalement d'imitation, puis au début du XXe siècle, il y a eu une sorte d'éveil à soi-même, et c'est une littérature qui a pris ses distances avec le paradigme de l'imitation de la littérature française, avec des auteurs comme Justin Lérisson, et surtout, bien sûr, un peu plus tard avec Jacques Roumain. Donc, cette langue un peu mitoyenne, ce langage d'une langue française corrompue, il n'y a pas de valeur morale dans le mot corruption ici, corrompue par
la langue et l'imaginaire créole, cela a été fait en Haïti il y a déjà plus d'un siècle. Il y a déjà un siècle. Donc, ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas la même histoire. Tout simplement, aujourd'hui, si moi je me mets à écrire comme le font les auteurs, ça n'a rien à voir avec la qualité littéraire de leur texte, qui est quelque chose de formidable. Si je me mets à écrire comme un auteur de la créolité, les Haïtiens me diront, les lecteurs haïtiens me diront, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton français? Parce que aussi nous écrivons en créole. Nous écrivons en créole, donc nous n'avons pas, et encore une fois, je ne mets pas de valeur dans ce que je dis, je signale une différence produite par l'histoire. Nous ne ressentons pas la nécessité d'affirmer notre identité créole dans nos textes en français. Parce que nous pouvons librement écrire dans cette langue créole, et aussi parce que le français chez nous n'est pas langue de, je dirais, de communication entre nous. Si je demande à un ami, est-ce qu'on va boire un verre ce soir, je ne vais pas le faire en français. Personne ne parle français dans la vraie vie. En Haïti, le français est surtout pour nous langue d'écriture. Langue d'écriture, donc nous n'avons pas, je dirais, cette familiarité que l'écrivain entier peut avoir avec le français. Le français, il ne nous envahit pas, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, nous n'avons pas de démêlés dans notre manière d'habiter, les deux langues. Et nous avons des prédécesseurs qui ont fait ce travail de corrompre, de belle manière d'ailleurs, comme le font les écrivains de la créolité, de corrompre le français par cette présence de l'identité, de l'imaginaire et de la langue créole. Ce n'est pas la même histoire. Très bien, merci. Voilà, on a parlé de la langue. Je l'avoue, j'ai lu pas mal donc, de textes écrits par Lionel Trouillot, mais j'ai été sous le charme de Kandjaou en particulier. Voilà, il y a une certaine teneur poétique et philosophique. Le livre me parle et c'est ce qui me permet de dire que, comme vous venez de le dire, voilà, vous vous inscrivez en dehors de tous les essentialismes sclérosants, c'est-à-dire l'insularité, la créolité, mais surtout, ce qui m'a marqué dans la plupart de vos récits, c'est cette polyphonie des voix. Vous faites parler des personnes, une multitude d'individualités, surtout des individualités, je vais dire les petites gens. Vous avez une propension à faire parler une multitude de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les laissés pour compte, les oubliés, les marginaux. Pourquoi ce choix, Lionel Trouillot? Bon, d'abord un peu pour me déniaiser. Le petit bourgeois que je suis n'avait pas appris dans son enfance à regarder ce qui se passait un peu plus loin. Je suis né dans le quartier de Saint-Antoine, j'ai consacré d'ailleurs à ce quartier mon premier roman, mais le Saint-Antoine que je voyais dans mon enfance, c'était mon Saint-Antoine à moi, de petit bourgeois, fils d'avocat, fils de militaire, fils de médecin. Je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière. Il y avait un bidonville en construction derrière, je ne le voyais pas. Et là, la littérature m'a aidé à voir toute cette partie de la réalité, tous ces autres que je ne voyais pas. Et quand je me suis mis moi-même à écrire, je pense que j'ai écrit avec le lecteur que je suis. Avec le lecteur que je suis, avec cette curiosité que la littérature a éveillée en moi, d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, dans la vie de l'autre, d'essayer d'entendre à partir des oreilles de l'autre, d'essayer de voir à partir des yeux de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui m'a habité très tôt. Je dirais cette curiosité, ce désir d'aller vers l'autre, de l'entendre et de l'écouter, de le regarder. Et donc, quand je me suis mis à écrire, ces autres-là dont on parle si peu, ou quand on parle d'eux, on a tendance à les
mettre dans des statistiques ou des catégories, un peu comme fait l'UNICEF. L'UNICEF peut faire le décompte des enfants pauvres, le décompte des enfants en domesticité, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, même si ça a tendance à remplacer le changement social par la compassion. Ça, c'est un autre sujet de discussion. Mais au-delà de cela, moi, ce qui m'intéresse, ce qu'on appelle les enfants pauvres, les enfants en domesticité, il faut leur supposer à chacun, à chacune, une individualité, une subjectivité. Et c'est cela que je cherche dans les petits livres que j'écris. Ces gens qu'on n'écoute pas, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'abord, faire l'effort vraiment de les écouter, parce que sans prendre des notes, je vais vraiment dans des quartiers qui ne correspondent pas au quartier dans lequel je suis né. J'essaie de me rapprocher de ces gens, de les écouter sans voyeurisme. Et j'essaie d'aller rencontrer leur humanité en espérant qu'ils tolèrent la mienne. Et je fais ce travail qui est un travail, je dirais, empirique. Et aussi, je fais le travail de les supposer plus riches que ce que la vie leur permet de montrer. Même pour un garçon qui devient un assassin, qui est né dans un bidonville de Port-au-Prince et qui a 16 ans, l'État, le gouvernement lui a mis les armes dans les mains parce qu'ils utilisent le banditisme comme arme politique. Mais ce garçon, il n'est pas que le tueur qu'on a fait de lui. Il aurait pu être autre chose et il est peut-être à l'intérieur de lui autre chose. Donc, pour moi, il est important d'aller chercher cela. Et j'avoue que je suis obsédé par ce que j'appellerais la quantité de réel qu'on peut trouver dans un livre. Absolument. Vas-y. C'est ce que vous dites dans Kandjaou. J'ai noté quelques passages qui m'ont marqué. Vous écrivez, par exemple, le scribe, ce jeune adulte qui est poussé par Manjan à écrire constamment. Et je me suis posé des questions sur le besoin d'écrire par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à l'avenir, mais surtout l'écriture comme nécessité imposée par le vécu. Vous dites, je cite cette phrase que je trouve très très belle, vous dites « Parfois, la vie ne bouge qu'à l'intérieur des mots ». Donc, parfois, la vie ne bouge qu'à l'intérieur des mots, c'est très beau. Et lorsque tout va mal, c'est-à-dire comme en Haïti, il convient de tout consigner. Qu'est-ce que vous entendez par là? Faire la vie qui ne bouge qu'à l'intérieur des mots. C'est vrai, quand vous voyez les conditions d'existence d'un grand nombre de personnes dans le monde, qu'est-ce que la vie leur offre? Qu'est-ce que la vie leur offre? La vie leur offre la routine de la pauvreté, la vie leur offre des conditions horribles de reproduction matérielle de leur existence. Qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont pour eux sinon le langage? D'abord, le langage pour exprimer certainement le rêve, le langage pour ne pas être réduit à ce qu'on a voulu faire de nous et ce qu'on fait de nous objectivement dans nos conditions matérielles d'existence, mais aussi le langage pour essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui ferait que la vie ne bouge pas à l'intérieur des mots? Je crois qu'il est nécessaire que la vie bouge à l'intérieur des mots pour que nous trouvions un langage nous permettant de faire qu'elle bouge à l'extérieur des mots. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du politique. Je ne dis pas de la politique, mais du politique. Si l'on doit construire ensemble, faut-il bien que nous soyons à même de produire le langage de cette construction, de cette éternelle construction à faire, à refaire, à repenser, à repenser, pour arriver peut-être à produire plus de bonheur et plus de justice sociale. Donc, il y a pour moi cette nécessité donc de faire bouger les mots à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas citer, je dirais, les idéologies dans lesquelles nous sommes nés. Moi, j'aurais pu être un petit bourgeois totalement indifférent à la cause du peuple, les yeux fermés, faire un grand avocat d'affaires et ne pas regarder ailleurs. Je pense que quelque chose a bougé en moi à l'intérieur des mots et qui m'a permis un peu de bouger un peu à ailleurs, me semble. On a un problème, je crois.
On va attendre que la connexion soit rétablie du côté de Lionel. Très bien. Vous m'entendez là? Oui, ça va, je vous vois maintenant, je vous entends très bien. Oui, on ne peut pas se contenter de raconter son petit monde. Moi, la littérature, je la considère aussi comme un témoignage sur les réalités du monde. J'ai participé à l'ouvrage collectif dirigé par Michel Lebris sur le concept de littérature monde. Mais dans mon texte à moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas qu'un monde dans ce monde. Il y a des mondes. Qu'est-ce que je sais de la réalité du Maroc? Qu'est-ce que je sais de la réalité même de la Martinique, qui est une île voisine? Moi, je pense que les littératures sont là aussi pour témoigner de ces réalités du monde, pour nous rendre moins bêtes, pour nous rendre moins pauvres. Il faut que nous soyons sensibles, ouverts à ce qui se passe dans le monde. Et je pense que la littérature peut faire cela. Et moi, la littérature qui me plaît, celle que j'aime lire, c'est celle qui fait cela. J'ai été, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, j'ai été fortement impressionné lorsque j'avais quelques 11 ans, quand j'ai lu Les raisins de la colère de John Steinbeck. Ce livre m'ouvrait les yeux sur la réalité des paysans ouvriers agricoles à l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis. Et cette rencontre que je faisais par le biais de la littérature avec ces ouvriers agricoles américains m'a permis de voir les paysans haïtiens que je n'avais jamais vus. Donc je pense qu'il serait bon que les littératures du monde parlent des multiples réalités de ce monde et qu'elles soient surtout accessibles à tous. On parle beaucoup des auteurs, des textes, mais il y a un grand problème, c'est la question de l'accessibilité des textes à tous. Les littératures qui nous parviennent sont les littératures qui ont été, je dirais, valorisées par quelques centres de pouvoir, soit sur le plan éditorial, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique. Moi, j'aimerais bien que les textes écrits partout dans le monde me parviennent, et surtout les textes qui parlent justement des réalités des personnes dont on ne parle pas suffisamment. Donc pour moi, oui, il faut donc tout consigner. Il faut donc tout consigner parce qu'on ne peut pas faire la paix entre nous, frères et sœurs humains, si toutes nos réalités ne sont pas exposées. On ne peut pas faire la paix sur le silence, on ne peut pas faire la paix sur l'oubli, on ne peut pas bâtir la paix sur le mépris de ce que telle condition historique a imposé comme tragédie à des peuples. Pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir vivre ensemble, il faut que toutes les réalités du monde soient mises sur la table et qu'on dise là, voilà ce qui a été fait qui n'est pas juste, et voilà comment corriger ces choses injustes. Donc, pour débattre du monde et transformer le monde, il faut que toutes les réalités du monde soient sues, perçues, et comme ça, je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui est insensible à ma condition. Donc, est-ce qu'on... Allez-y, je vous en prie. J'allais vous poser justement une question. Est-ce qu'on peut affirmer que la littérature ou l'art, de manière générale, pourrait constituer des passerelles entre les cultures et les pays, notamment en favorisant la compréhension et la compassion, comme vous venez de le dire, en exposant les problèmes d'autres pays, d'autres cultures? Est-ce que cela ne favorise pas la compréhension interhumaine? Ah, je pense. Vous avez parlé de compassion, mais au-delà de la compassion, la capacité aussi de développer ce que mon ami l'historien Pierre Buteau appelle une compétence sociale. C'est-à-dire une capacité non seulement d'avoir de la compassion, c'est facile la compassion, mais au-delà de la compassion, d'essayer de comprendre justement ce qui fait que les choses sont ainsi en tel lieu et comment on peut agir pour qu'elles soient autrement. Je pense, là je cite une phrase de Tzvetan Todorov que j'aime bien, je ne souscris pas à tout ce qu'il a pu écrire, surtout dans les dernières années de sa vie, mais quand il dit la littérature est la première des sciences humaines.
je pense que la littérature peut avoir cette dimension. Elle peut avoir un regard tenant de la sociologie, de la psychologie, de toutes les sciences humaines sur la condition humaine. Et elle peut d'autant mieux le faire qu'elle jouit d'une certaine liberté par rapport aux autres sciences humaines qui sont dans les prisons disciplinaires. Alors que l'écrivain jouit d'une très grande liberté. La liberté n'est pas forcément une absence de contraintes, mais il ou elle a la possibilité d'organiser ces contraintes pour produire cet objet que sera le texte, lequel objet tient en lui la possibilité de convoquer notre compassion, nos émotions, notre intelligence, nos capacités d'analyse et tout cela. Très bien. Je ne sais pas si on va parler de la compassion parce que vous dressez un tableau assez sombre des experts de l'ONU et des ONG, de l'aide humanitaire internationale de manière générale. Mais avant pour justement rebondir sur ce que vous venez de dire, quand vous faites dire aux scribes dans Camp Djaou, mais que peuvent les livres? Mais ce n'est pas avec des mots qu'on va chasser les soldats. Qu'on chassera les soldats et fera venir l'eau courante. Est-ce que vous parlez ou bien vous représentez une jeunesse qui pourrait ne plus ou bien qui pourrait perdre la foi en la littérature, le pouvoir de l'art et de la littérature, ou bien c'est Lionel Trouillot, l'écrivain, qui se rend compte ou bien qui parfois semble être découragé par l'ampleur des problèmes et des conflits dans son pays? Il y a les deux. Il y a les deux. Moi, j'ai mon moment de doute. Comme disait Sartre, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids, puisque ce n'est pas la nausée qui va sauver l'enfant. Et donc, j'ai ces doutes à l'intérieur de moi, mais il y a aussi la réalité des gens qui, il faut qu'ils changent leur réalité. Et quand ils s'organisent pour changer leur réalité, forcément, ils veulent parer au plus pressé. Ou alors, comme ils perdent tout repère et ne considèrent pas le prêche d'où qu'ils viennent comme salvateurs, ils sont dans des stratégies de survie, de promotion individuelle qui leur laissent peu de temps pour aller vers des abstractions. Qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce que le bien commun? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens forcément de penser à tout cela. Donc, il y a cette réalité de l'impuissance du langage. Le langage il peut nous éclairer, il peut nous rendre un peu plus intelligents, il peut nous rendre un peu plus soucieux, un peu plus attentifs à la réalité de l'autre, mais à une dictature qui essaie de s'installer aujourd'hui en Haïti, ce n'est pas à coup de poème qu'on va la chasser. Donc, cela, il faut quand même qu'on le reconnaisse. Et si on pense, justement, si on veut penser les conditions, la réalité des autres, il faut bien qu'on ait conscience de cela. Il y a les situations qui produisent des individualités monstrueuses. Il est très difficile pour les individualités ainsi développées d'aller trouver, si vous voulez, une confiance dans le langage. Et ça, c'est important de le dire. Évidemment, pour un écrivain, c'est se mettre un peu en péril que de parler de la faiblesse du langage, mais elle est bien réelle. Moi-même, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. En Haïti, je vais souvent dans les villes de province, j'en anime dans les quartiers défavorisés, et souvent aussi, il y a des gens qui me disent, oui, c'est très bien tous vos beaux discours, mais ça ne va pas nous amener l'électricité, ni le pain, ni la justice sociale, ni faire que les voyous qui nous tirent dessus arrêtent de nous tirer dessus. Donc, il faut bien reconnaître cela. Et vous savez, si on veut dire les choses, il faut essayer de tout dire. Il faut essayer de tout dire quelque part et de ne pas habiter une sorte de posture de l'écrivain qui dit tout, ou de la culture qui va nous sauver. Ça, voilà, par exemple, quelque chose que je déteste quand j'entends des
des écrivains dire cela, ou des artistes issus de pays comme Haïti dire cela. Moi, je leur dis, écoutez, pour l'instant, la culture ne sauve que vous. Elle vous fait connaître à l'étranger, elle vous assure des visas, vous avez des pratiques sexuelles orientées métissage. La majorité des Haïtiens, ils crèvent de faim. Et donc, ce discours, plus ils ont faim, plus ils sont créateurs, pour moi, c'est de la fumisterie, c'est de l'usurpation. Qui peut devenir Lionel Trouillon en Haïti? Peu de gens. Parce qu'il faut que vous ayez grandi dans une famille ou un univers qui vous a donné accès aux livres. Il faut que vous ayez un minimum de culture. Donc, ce discours de la culture qui nous sauve, personnellement, c'est quelque chose qui m'horripile. Je trouve que c'est vraiment de l'usurpation. Et c'est du mépris. C'est du mépris à l'endroit des gens qui vivent dans des conditions modestes, injustes. Vous savez, pour moi, le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma modeste carrière d'écrivain, une fois je marche comme ça dans une rue à Port-au-Prince, et il y a une dame qui semble être cinquantaine, à l'époque j'étais plus jeune, moi, visiblement pas riche, mais visiblement instruite, ce qu'on appellerait les classes moyennes traditionnelles haïtiennes, peut-être infirmière comme l'était ma mère. Et elle me dit, merci, monsieur Trouillon. Je dis, tiens, pourquoi, madame? Elle dit, parce que vous parlez de nous. Ça m'a touché. C'est le compliment que je garde en moi. Vous savez, si je peux parler là, c'est quand même aussi parce que il y a ces Haïtiens qui vivent dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, je pense que si je prends la parole, je dois être respectueux de leurs conditions, témoigner de cette condition et ne pas jouer la vedette qui se serait inventée toute seule et qui trônerait au-dessus de la réalité sociale en disant « mais non, ne parlons pas politique ». Moi, souvent, on me pose des questions sur la politique haïtienne. Et moi, je réponds. Je réponds aussi, justement, on me paye des billets que j'ai à travers le monde. Parler d'Haïti parce que j'ai écrit des romans qui se passent en Haïti, je ne vais pas dire « mais non, cet aspect-là, j'en parle pas ». Je pense que ce serait malhonnête. C'est d'ailleurs pourquoi je prends toujours la précaution de me définir comme un citoyen qui écrit. Justement, vous parlez des petites gens, et moi je me pose la question, est-ce que le politique à lui seul pourrait opérer la reconstruction démocratique d'Haïti, ou bien faut-il impliquer aussi la société civile et la figure de l'intellectuel? La figure de l'intellectuel, elle tend aujourd'hui à disparaître. Il y en a eu qui étaient très présents dans la vie politique et dans la vie sociale et qui essayaient justement de lier le discours politique au discours social. Mais aujourd'hui, sans vouloir dire du mal de mes amis de ce qu'on appelle la classe politique, je ne parle pas des bandits qui sont au pouvoir. Cela, il ne faut même pas, à mon avis, en parler. Et il y a chez eux, on dirait, une indifférence à la chose sociale dans sa réalité concrète. Ils vont tenir un discours sur la nécessité d'améliorer les conditions économiques du peuple, mais on dirait qu'ils ne sont pas sensibles, qu'ils n'ont pas de connaissance sensible des problèmes sociaux, qui sont liés d'ailleurs à des problèmes culturels. Je taquine souvent mes amis chefs de parti, je dis, mais il y a quand même 20 ans qu'il n'y a pas un chef de parti en Haïti à être capable de donner une conférence sur un sujet autre que la prise du pouvoir. Il y a ce souci-là. Il y a eu cela en Haïti avec des figures comme Jacques Romain, Jacques-Stéphane Alexis et d'autres. Aujourd'hui, cela nous manque. Et non, le politique ou la politique ne peuvent pas résoudre ces problèmes parce qu'il y a l'organisation sociale dans son ensemble à repenser. Donc, il faut repenser les rapports entre les pratiques culturelles populaires et, je dirais, les habitudes, les discours des élites ou oligarchies dominantes. Il faut repenser le rapport avec la paysannerie dans la construction nationale. Toutes ces choses-là, l'instance politique n'a pas la compétence pour la faire. Il faut surtout trouver un discours
dans lequel tous les Haïtiens se reconnaissent. L'une des difficultés pour Haïti, il n'y a pas de texte politique fondateur. C'est une révolution, la plus moderne des révolutions des temps modernes, mais c'est une révolution qui est quand même muette sur qu'allons-nous faire de nous-mêmes. Et ce qu'allons-nous faire de nous-mêmes, c'est dans la littérature que nous le trouvons. C'est la poésie, c'est René Philoctète, c'est Georges Casteras, c'est Jacques Roumain, écrivain, c'est Jacques-Stéphane Alexis et d'autres qui ont tenu ce discours. Nous pouvons cohabiter, nous pouvons faire de cette terre une terre nôtre, avec des principes d'égalité, de fraternité, de justice sociale, d'équité. Ça, la politique n'a pas pris l'habitude de le dire, elle ne sait pas d'ailleurs le dire, elle n'a pas cette capacité de produire ce discours de rassemblement. Et donc, certainement, on ne peut pas abandonner les projets de transformation des sociétés à la politique. Et je pense que c'est un peu pareil partout dans le monde. Il y a une sorte de dessèchement du discours politique. En Europe occidentale ou dans le monde occidental, c'est de plus en plus un discours technocratique de la gouvernance, d'ailleurs qui produit de plus en plus d'exclus. Il y a énormément de gens dans le monde occidental qui ne se reconnaissent pas dans les discours politiques, qui disent qu'on ne parle pas d'eux. Et je ne pense pas que ça va être le terrain de la politique pour que finalement on donne parole et visibilité à ces gens. Ça va être, oui, le terrain de la politique, côté manifestation, côté organisation, côté slogan, mais ça va être aussi côté littérature, côté sciences humaines, côté discours sur le vivre ensemble, qui pourra faire que l'on voit et que l'on écoute ces gens qui disent qu'on ne les voit pas et qu'on ne les écoute pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas dire que la politique comme telle va changer cette réalité. Non. Je pense que dans le cas après 2 siècles d'instabilité, de dictature, avec les 2 grandes occupations, l'intervention américaine entre 1910 et 1934, puis celle qui commence à partir de 1994. Puis il y a cette omniprésence aussi de tous ces représentants des organismes internationaux. Et justement, j'ai été... moi aussi, c'est le genre de discours que je tiens dans le cadre des, je vais dire, des enseignements que j'assure. Cette logique, tout à l'heure, j'ai évoqué le mot compassion et vous avez réagi, parce que je sais, c'est l'un des mots qui, avec par exemple la résilience. Ah oui, compassion, résilience, ça. Voilà, que vous détestez. Et surtout cette compassion, cette générosité, moi j'appelle cela une forme d'assistanat, ou ce que vous avez appelé une compassion idiote, de la part de l'étranger ou bien de la communauté internationale qui en quelque sorte, elle est là pour protéger tous les dictateurs que Haïti a connus. Mais le tableau que vous dressez de tous ces coopérants et ces fonctionnaires des organismes internationaux, des ONG, l'aide humanitaire, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, en Jaou, ils sont décrits comme des vautours, comme des rapaces qui vivent de la misère d'Haïti. Bon, il y a eu, après 86 et surtout à partir des années 90, il y a eu une forte présence, même militaire, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et en plus de cela, il y a eu et il y a encore, dans la présence militaire, elle n'existe quasiment plus, mais l'influence demeure. Et il y a eu aussi une sorte d'invasion d'Haïti par les ONG, par les organismes liés à toutes les institutions internationales. Donc, il y a ceux qui relèvent des politiques d'État et des grandes institutions internationales, et il y a aussi ceux qui relèvent des politiques des ONG, grandes et petites. Il faut dire qu'il y a quand même des ONG qui ont été utiles. Je pense que là, aujourd'hui, pour ne pas les nommer, je pense que ce que fait Médecins sans frontières au niveau des hôpitaux, où ils soignent les blessés par balle, et pour dire la vérité, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait personne pour les soigner. Donc, il faut déjà aller au cas par cas. Mais sur l'ensemble, ce qui est insupportable, c'est d'abord que on a remplacé toute logique structurante par une logique compassionnelle.
il y a un pays dont l'organisation sociale mérite d'être transformée pour qu'il produise moins d'injustice, plus de justice sociale, plus d'équité, plus d'égalité, cette logique compassionnelle ne nous permet pas d'arriver à cela. Elle ne nous permet pas d'arriver à cela. Elle engage des énergies, de l'argent dans sa propre reproduction. L'ONG ne peut pas penser sa fin. L'humanitaire ne veut pas penser sa fin. Or, ce qu'il nous faut, c'est la fin de l'humanitaire, un pays vivant, capable de vivre, capable de s'organiser de manière à ce qu'il serve, qu'il soit au service de l'ensemble de ses citoyens. La deuxième chose qui est extrêmement répugnante, j'utilise le mot, c'est que souvent, même dans cette logique de compassion, il y a énormément de mensonges. Moi, dans plusieurs de mes livres, je cite des phrases que j'ai entendues prononcées par des gens travaillant dans ce cadre-là. Je suis venu en Haïti matérialiser mes fantasmes. J'épuise mon rapport avec ce pays dans mon travail. C'est le type, on dirait que tous les paumés de l'Occident chrétien blanc capitaliste qui n'arrivent pas à poser une action politique pour changer leur réalité, ils viennent jouer ici les sauveurs, alors que, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 ou 4 ans, ils se font une petite réputation, ils vont revenir 4 ans plus tard avec un statut supérieur à celui qu'ils avaient auparavant. Il y en a même qui écrivent expert en Haïti. Moi, j'ai lu sur une 4e de couverture, expert en Haïti. Je ne savais pas qu'Haïti était un domaine d'études de ce type. C'est extrêmement, je dis bien, répugnant. Et en plus, cette logique compassionnelle, elle va faire la paix avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs corrompus et parfois dictatoriaux, parce que simplement ces pouvoirs permettent aux porteurs de cette logique de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, oui, vous avez des ONG qui vous diront que les choses se passent bien, en dehors du domaine dans lequel elles s'activent, et elles ne peuvent pas dire que ça se passe bien dans ce domaine-là. Si elles le disent, elles n'auront pas d'argent. Mais pendant longtemps, cette logique compassionnelle a accompagné des crimes politiques inacceptables commis par les Haïtiens contre le peuple haïtien, donc dans son ensemble. Là, et puis il y a quelque chose encore, c'est que l'Occident chrétien blanc capitaliste qui a investi un peu d'argent en Haïti après la chute de Duvalier, en insistant sur voilà la démocratie formelle, maintenant vous allez faire comme on vous dit, vous allez élire des présidents, des députés, des sénateurs, un parlement, vous allez obéir aux dictats des institutions internationales. Tout cela n'a produit que du malheur. Tout cela n'a été que parodie. Or, vous n'avez pas demandé à l'ambassade des États-Unis, vous n'avez pas demandé à un groupe qui s'appelle le Core Group, qui réunit quelques ambassades et représentants d'institutions internationales en Haïti, de dire qu'ils ont merdé. Or, cela fait une 20aine d'années qu'ils ne produisent que du malheur, du faux dans ce pays. La condition des Haïtiens a empiré. Et avec tout l'argent qu'ils disent avoir mis en Haïti, avec toutes les structures de support aux États, au gouvernement, avec des dizaines de millions de dollars dépensés pour les programmes de désarmement, alors que maintenant, toute la jeunesse pauvre d'Haïti est armée. Donc, ils ne peuvent pas s'auto-dénoncer. Et cela, c'est un problème. Donc, faux semblants, aide objective à la corruption et aux projets dictatoriaux. Et puis, moi, je pense qu'il y a des gens qui devraient rentrer chez eux et essayer de changer la réalité de leur pays, plutôt que de venir nous emmerder en jouant les sauveurs. Sur ce point-là, j'avoue que je suis intolérant et que ça m'énerve beaucoup, cette situation. Et vous les tenez responsables du malheur. Vous dites, vous écrivez dans Kandjaou, je ne pardonne pas au malheur, aux employés de la fabrique du malheur, qui fabriquent le malheur comme d'autres fabriquent des guitares, des cerfs-volants ou des voiliers. Qu'est-ce que vous mettez dans justement qu'est-ce que vous appelez les fabricants de malheur, les ONG ou bien en même temps la classe politique haïtienne ou bien un peu tout le monde? Oh, quelque part, nous sommes tous là. Quelque part, nous sommes tous facteurs ou fabricants de malheur, et il faut se poser la question justement dans l'usage que je fais de ma présence au monde, à quoi est-ce que j'aide? Et je pense qu'il y a des niveaux, mais je pense que
le personnel des ONG, tout ce personnel de l'aide internationale a produit énormément de malheurs en Haïti, même si, comme je l'ai dit, il y a des cas où vraiment vous avez des institutions qui ont été utiles, qui ont aidé, surtout dans des situations d'urgence ou de pénurie. Mais je pense que c'est une question qu'il faudrait se poser à soi-même tous les jours. À quel malheur ai-je eu la bêtise de contribuer aujourd'hui? Je pense que si on se posait plus souvent cette petite question, justement, on produirait moins de malheur. Je n'essaie pas d'innocenter qui que ce soit dans mes livres et de dire que voilà, un tel est coupable, même si évidemment, pour le vieux marxiste que je reste, on peut encore poser les malheurs du monde en termes de classe dominante et de classe dominée, mais quelque part, la responsabilité individuelle est quelque chose qu'il ne faut pas passer sous silence. Je crois que nous sommes tous, il y a un personnage qui le dit dans l'un de mes livres, nous sommes tous comptables du bleu du monde. C'est-à-dire, nous avons tous quelque chose peut-être à penser sur le bleu du monde étant comme une sorte de métaphore du bonheur, du possible. En quoi est-ce que je contribue à cela, même modestement, et en quoi est-ce que je contribue au contraire? En quoi est-ce que je contribue à ce que, justement, le bleu du monde, plutôt que de nous éclairer, disparaisse? Je pense que ce sont des questions simples, hein, humaines, mais on aurait peut-être un intérêt à se poser pour être à la fois moins bête et moins inutile. Et justement, la question que je vais vous poser maintenant rejoint ce qu'on vient de dire à propos des fabricants du malheur. Moi, j'ai lu quelque part, voilà, dans un récit écrit, dans un article en fait écrit par une journaliste haïtienne qui accuse un peu certaines croyances religieuses qui relèvent de l'animisme, du vaudou, mais aussi certaines formes de fondamentalisme chrétien. Les tient pour responsables ou bien les accuse d'empêcher le peuple haïtien de prendre son destin en main, notamment après le séisme de 2010. C'est-à-dire les gens vont se complaire dans un certain nombre de croyances qui relèvent de la superstition au lieu justement de prendre leur destin en main. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un vieil athée, donc je ne prendrai la défense d'aucune religion. D'ailleurs, j'aime bien les taquiner. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas de parti pris en matière de religion, parce que je n'en ai pas. Cela dit, le problème réel, c'est le problème du fondamentalisme sous obédience des sectes américaines, sous l'obédience des évangélistes américains. Ces gens-là produisent de manière massive une désocialisation terrifiante. Quand on adhère à ce genre d'église, de secte, je ne sais pas comment les appeler, on n'est plus citoyen haïtien. On n'est plus membre d'une communauté sociale. On est frères en Christ, pour les citer, avec les membres de cette secte ou église. Et donc, la politique, on ne comprend pas trop bien, on ne s'intéresse pas trop. Tous les malheurs que connaissent les humains, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, ce sont ce que moi, je respecte. Donc, il y a un processus de désocialisation. On ne peut pas dire aujourd'hui, d'ailleurs pour le vaudou, ça n'a jamais été le cas. Évidemment, il y a des usages du vaudou qui sont aussi, voilà, et les esprits vont nous sauver. Il y a un peu de cela, mais c'est quand même une religion très intégrée dans la vie domestique et dans la vie sociale des gens. Le catholicisme a eu ses heures de terreur, puisqu'il y a eu les campagnes anti-superstitieuses. Quand une religion mène une campagne dite anti-superstitieuse, ça veut dire que c'est une guerre d'hégémonie contre une autre religion. Dans les années 40, les catholiques avaient lancé une campagne contre le vaudou. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai drame, c'est cette pléthore de
d'église du dernier jour, du temple de ci, du temple de ça, qui délibérément produisent de la désocialisation. J'ai peur qu'un jour il ne nous arrive en Haïti ce que ces églises ont fait au Brésil. Parce que quand on voit le Brésil, on voit que Bolsonaro, c'est de là aussi qu'il est sorti. Donc ça, je ne suis pas le seul à en parler. Il y a une grande inquiétude qui est formulée par nombre d'intellectuels haïtiens autour de cette prolifération des sectes sous obédience d'évangélistes américains. Et ma question maintenant va porter sur le patrimoine et sur la relation à la mémoire. On le sait très bien, après le séisme du 12 janvier 2010, comme l'écrit bien Wole Soyinka, il écrit que la nature, avec son gosier insatiable, avait englouti toutes les structures matérielles ou les structures physiques de la mémoire, telles que les musées, les archives, les écoles, les universités malheureusement, les routes aussi, les monuments. Et puis il a écrit « Mais tant que l'humain reste vivant, eh bien la mémoire transcende les monuments ». Est-ce que vous approuvez cette vision? Oui, à condition qu'on mette en place des mécanismes, des structures pour assurer la transmission. Moi, je constate que, je dis souvent qu'Haïti ne sait pas, c'est un pays qui ne sait pas ce qu'il sait. Souvent, vous entendez un Haïtien dire 200 ans de catastrophe. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des moments où il s'est produit des choses intéressantes dans ce pays. Il y a eu des penseurs, il y a eu des propositions. Aujourd'hui, je crois que ce pays souffre. Contrairement à ce qu'on dit, on dit souvent que les Haïtiens vivent dans le passé, c'est totalement faux, d'un déficit de mémoire. Souffre d'un déficit de mémoire. La mémoire, ça nous aide à garder les faits. Les souvenirs sont des outils aussi pour nous dire voilà comment les choses ont pu arriver, voilà comment les choses ont pu advenir. Et même pour rompre, moi écoutez, je suis pas un amateur de tradition. Les traditions, personnellement, ça m'énerve. Je pense qu'il faut que les individus puissent s'inventer. Mais il n'y a pas non plus de rupture sans repère. Si je n'ai pas de repère, avec quoi vais-je rompre? Donc, je pense que la mémoire est un outil formidable pour une projection vers l'avenir. Sans être passéiste, je ne suis pas du tout passéiste, je ne suis pas dans le discours, c'était mieux avant, mais si on veut parler de l'avenir, il faut essayer de capter tout ce qui s'est passé et de sortir de tout ce qui s'est passé ce qui peut avoir une valeur positive. Et il y a un catastrophisme dans le discours quand on parle sur Haïti, et souvent quand les Haïtiens eux-mêmes parlent d'Haïti, mais je dis, mais écoutez, mais vous ne connaissez rien de l'histoire de ce pays. C'est un pays où il y a une histoire des luttes, c'est un pays où il y a des pratiques, des repères symboliques qui ont été établis, qui sont originaires de la culture populaire, de la culture paysanne en particulier. Il y a plein d'éléments sur lesquels s'appuyer pour aller de l'avant. Et je crois que c'est vraiment dommage que les jeunes Haïtiens d'aujourd'hui soient si peu coupés de tout ce qu'il y a de positif dans le passé d'Haïti. Et ce ne sont pas les monuments, en effet, vous avez raison. Les monuments, ça se reconstruit, ou ça ne se reconstruit pas, ça peut attendre. Mais le passage d'un savoir, et même de savoir-faire aussi, d'une génération à une autre, ça c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, hélas, il n'y a pas suffisamment de, comme je disais, de structures de pratiques de transmission. D'où l'idée d'abandon qui traverse la jeunesse haïtienne, qu'on trouve un peu chez certains personnages de Kandiaou. Absolument, et justement l'un des personnages dans votre roman Kandiaou, c'est Manjane qui incite le jeune scribe à écrire en lui disant, je cite, « Le présent deviendra passé et il mourra si personne ne note quelque part ce qui fut et ce qui ne fut pas. »
Le besoin de, voilà, très bien, négocier le rapport au passé pour mieux bâtir l'avenir. Et justement, en parlant de la mémoire, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette vague de protestations qu'on a eue un peu partout en Europe après l'assassinat de George Floyd. Tous ces jeunes qui sont sortis dans les rues pour revendiquer le déboulonnage des statues qui relèvent de la période coloniale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait justement déboulonner ces statues ou bien les maintenir, mais dans un espace autre, tel que les musées, ou bien comment gérer cette présence du passé? Écoutez, sur les statues, je n'ai pas d'avis personnel. Je comprends très bien les gens qui disent on va les déboulonner. Et je comprends les gens qui disent aussi on va faire un peu plus de pédagogie, les garder, les accompagner d'un discours. Je peux entendre les deux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cet élan humainement très juste, surtout chez les jeunes qui écoutaient, c'est vrai, il y a eu tout ça. Donc, cet élan de dénonciation des formes actuelles de racisme et de dénonciation du racisme qui a quand même marqué le passé de l'Occident chrétien blanc capitaliste. Ce qui m'inquiète, est-ce que c'est suffisamment armé intellectuellement? Est-ce que ce n'est pas juste pas de la compassion, là, mais de la révolte? Moi, j'avoue que je préfère la révolution à la révolte. Quand je dis de la révolte, c'est-à-dire quelque chose qui, dans sa beauté d'élan spontané, n'arrive pas à produire une pensée. Parce que si on veut déboulonner les statues, ce n'est pas seulement les statues qu'il faut déboulonner. Il faut s'interroger sur un ensemble de rapports qui ont produit les richesses ici, la pauvreté ailleurs. Donc, il faut aller plus loin, que ça ne soit pas simplement quelque chose de l'ordre de la révolte. La révolte, ça tombe, ça passe. Alors que la transformation au niveau structurel, justement, ça produit de l'histoire. Moi, j'approuve cet élan, mais je dis simplement, il faut peut-être réfléchir plus profondément, parce que si vous mettez à déboulonner, il y a beaucoup de choses à déboulonner. Écoutez, je prends un exemple simple. Prenons l'histoire nationale française, le grand récit national français. Si vous voulez déboulonner, qu'est-ce que vous faites de Napoléon? C'est quand même un homme qui a envoyé une expédition menée à Saint-Domingue, une guerre d'extermination. Le commandant de l'armée expéditionnaire dit qu'il faut éliminer tous les mâles noirs de plus de 12 ans. Alors, qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, noir, vous allez me présenter Napoléon comme un grand homme? C'est pas simplement, ça, il n'est pas simplement de déboulonner les statues, il y a tout un travail de reconstruction, même des discours, même des récits nationaux, pour que ces récits soient valables sur le plan universel. Donc, il y a énormément de travail à faire. J'espère qu'il y a là un commencement qui amènera à quelque chose de pensé et quelque chose qui aura la capacité de transformer ce qu'il faut transformer en matière de structure et de rapport. Absolument, j'en conviens. Et c'est peut-être le début de quelque chose qui se prépare justement dans ce sens-là. Il y a tout un travail. Le chemin est long, la tâche sera ardue, mais peut-être qu'il faudra passer par là, revisiter le passé, reconstruire une mémoire commune. Voilà, pour dépasser les tensions. Et puis, vous avez parlé de révolte et de révolution. Et dans Kandjaou, vous parlez de cette première génération de jeunes engagés politiquement, marxistes, qui aujourd'hui sont devenus de jeunes vieux, arrogants, coupés de la réalité. Et vous écrivez, voilà, c'est quelqu'un qui fait son mea culpa et qui avoue, nous voulions changer le monde, mais nous n'aimions que nous. Nous étions durs aussi avec les militants. Seule l'idée de la révolution nous émerveillait, rien d'autre. Nous aimions l'avenir sans aimer le vivant. Nous avons mal aimé. C'est pourtant par l'amour qu'il fallait commencer. Voilà, ce rapport, comment est-ce qu'on peut commencer par l'amour qui apparemment passe avant la révolution? Vous savez, tel grand révolutionnaire disait que, au risque de ne pas être ridicule, je dis que c'est un immense geste d'amour qui porte le révolutionnaire. Et oui, en fait, là, je fais un peu référence à des pratiques politiques qui ont été des pratiques de gauche, inspirées souvent par le stalinisme,
Et dans une sorte de discours, on va vers la transformation politique, on est dans un économisme qui détermine nos actions politiques et on ne voit pas la réalité de l'autre. On ne voit pas la femme qui souffre dans sa condition de femme, parce que ça aussi c'est un élément. On ne voit pas le noir qui souffre dans sa condition de noir, parce que ça aussi c'est un élément. On ne voit pas les frustrations d'un jeune homme qui naît dans un quartier pauvre et qui fréquente des gens plus aisés que lui. Si on veut changer le monde, il faut tout voir du monde. Et je pense en taquinant un peu mes vieux amis qui ont été des militants communistes extrêmement respectables par ailleurs, en disant peut-être n'avait-il pas ou n'avions-nous pas suffisamment appris à regarder. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Il faut regarder les choses aussi à partir des yeux de l'autre. Je vous donne un exemple qui peut paraître bête, mais il est édifiant, je crois. Moi, j'ai grandi élevé dans ce discours-là politiquement. Le discours de l'extrême gauche marxiste-léniniste de l'époque. Mais quand vous dites que vous allez fonder votre pratique politique sur la classe ouvrière, dans un pays où il y avait à l'époque 7 ou 8 millions d'habitants et 40 000 ouvriers, c'est de la folie furieuse. Les jeunes gens sont morts pour être allés chercher cette pratique politique clandestine. Ils risquaient leur vie. Et il y en a qui ont perdu leur vie sur un ouvriérisme qui n'existait pas, alors qu'il y avait une paysannerie qui était là et qu'on n'avait pas appris à regarder. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas beaucoup de romans haïtiens inspirés de la vie de la paysannerie. Comme si nous, de l'espace urbain, on connaît ce monde sans vraiment le connaître. Moi, je dis simplement, il faut prendre la précaution de regarder vraiment. Et ne pas partir sur, je dirais, des idées toutes faites ou des slogans. Il faut aller dans le détail du réel. Le diable est dans le détail, comme on dit. Il est dans le détail, dans le réel, dans le réel aussi. Moi, je n'ai jamais osé écrire un roman qui se passerait véritablement en milieu paysan. Même si j'y vais de temps en temps, la distance est telle entre leur réalité et la mienne que je suis extrêmement prudent. Et la prudence est pour moi ici une forme de respect. Donc il faut donc que nous prenions le temps de regarder vraiment le réel. Évidemment, il y a des principes généraux sur lesquels on est tous d'accord si on est humain, mais si on veut agir sur le réel, il faut vraiment prendre le temps de regarder le détail du réel. Ça, je pense que la littérature peut le faire. Absolument, j'en conviens. Je ne sais pas, je vais rappeler au public, donc les personnes qui sont présentes, si vous avez des questions, je me charge de les poser à notre invité, donc n'hésitez pas. Je ne voudrais pas justement monopoliser la parole, c'est une forme de... Bon, je suis chargée de la modération, mais si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Voilà, donc j'ai plein de passages aussi qui m'ont interpellée. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets d'écriture qui sont en cours? Voilà, un projet de roman, bien un recueil de poèmes que vous allez sortir bientôt. Oh, j'en ai toujours dans la tête. J'en ai toujours dans la tête. Là, j'en ai deux qui sortent. J'ai fait avec la belle complicité de mon ami Ernest Pignot-Ernest une sorte de livre hommage sur Jean Ferrat. Et ça, je suis très fier. Ernest au dessin et moi au texte. Revisiter cette œuvre et la vie de cet homme qui était quand même... c'était une voix. C'était une voix, quelqu'un qui chantait parce qu'il pensait avoir des choses à dire. Et là, je viens de publier un roman. Je publie un roman là. Il sort en Haïti et il sort en France en janvier. Qui a pour titre Antoine Desgommiers. Antoine Desgommiers, c'est un grand devin qui a existé en Haïti. Son nom est entré dans le parler populaire, il est entré dans la légende. Et pourtant, justement, la littérature, c'était justement quelqu'un dans ce milieu paysan. Et pourtant, la littérature n'a jamais repris le personnage. Moi, je dis, c'est un peu une légende qui traînait par terre. Et moi, je suis allé un peu la ramasser
cette légende et en me posant la question, qu'est-ce que deux jeunes gens d'aujourd'hui, vivant dans des conditions misérables dans un bidonville d'Haïti, est-ce qu'ils peuvent extraire quelque chose de la vie, de la prétendue sagesse de cet Antoine Lengommier? C'est un peu cela que je mets en discussion. Et je viens aussi d'écrire une Médée. Le personnage de Médée est un personnage qui m'a toujours fasciné. Je crois qu'il y a dans Médée tous les drames de la condition féminine. La maternité, le rapport au désir, le rapport au corps, le rapport au pouvoir, celle qui est jugée l'étrangère, l'ennemi, la sorcière. Et donc, je me suis amusé à faire un Médée en créole. Parce que je pense qu'il est temps aussi que la littérature d'expression créole aille vers les mythes plus ou moins universels. La langue n'est pas en défaut, mais il faut enrichir la littérature de la langue. Et c'est un peu pour ça que j'ai travaillé sur. Et là, je vais peut-être travailler sur une Iphigénie. Iphigénie est l'une des héroïnes les plus connues de la tragédie, mais elle parle très peu. Alors moi, je vais inventer une Iphigénie qui revient de la mort et qui dit « Je vous emmerde ». Donc, je travaille un peu sur ça. Très bien. Est-ce que rue de l'enterrement existe vraiment à Pont? Ah oui, moi, souvent, je suis très près du réel. La rue d'enterrement existe bel et bien et elle donne sur un cimetière. Elle donne dans le cimetière. Et vraiment, il y a même un ami à moi qui a fait tout le parcours que font les personnages, que fait cette bande des 5 quand elle rentre à la rue d'enterrement pour voir s'il avait été fidèle. Dans ce qui est toponyme et conditions réelles, je suis vraiment très, très proche du réel. J'invente très peu. Les voleurs de cercueils, ça existe aussi? Ah oui, on pourrait même faire un roman sur le cimetière, sur le grand cimetière de Port-au-Prince. Vous avez des quartiers à l'intérieur du cimetière, vous avez un grand nombre d'activités, vous avez des petits points de vente à l'intérieur du cimetière. Le cimetière lui-même pourrait être le personnage ou le cadre d'un roman. Il représente pour moi, en lisant Kanjaou, j'ai senti que le cimetière constitue un personnage à côté des 5 personnages qui constituent cette bande. Oui, totalement. Ah oui, totalement. Moi, j'aime bien les rues, les quartiers, les places, les arbres même parfois, comme personnages. Ce sont des éléments qui permettent de produire du sens et ce sont des éléments qui permettent de relancer le récit. Absolument. Ils peuvent aussi constituer des repères, donc je les considère comme des personnages en effet. Et on le sent très très bien, le cimetière est omniprésent, il est là, animé le jour avec tous les cortèges funéraires, puis le soir on a les voleurs de cercueils et puis toutes ces personnes qui viennent usurper un peu les talents et les pouvoirs des morts et c'est vraiment fascinant. Et ce qui est surtout ce qui plaît au lecteur, c'est que il y a une petite dose d'humour qui vient tempérer l'atmosphère. Et j'allais vous poser la question, le rôle du rire comme ciment, comme moyen de résilience, même si vous n'aimez pas le mot de résilience, mais aussi comme ciment qui soude la communauté. Est-ce que l'humour est très présent dans la vie des Haïtiens? Oh, je pense que oui, l'humour est très présent. Mais dans ce que j'écris, oui, il y a des points d'humour. J'aime bien qu'on rit aussi, mais je suis très prudent aussi. Je ne veux pas faire d'humour sur la condition des autres. Je ne veux pas du tout faire quelque chose qui ressemblait à ce film que j'ai trouvé horrible, profondément réactionnaire, le dîner de cons. Je ne veux pas d'un lieu, je dirais, soi-disant, plus instruit intellectuellement, certainement plus aisé économiquement. Je ne veux pas rire les autres, voilà. Je veux pas, je n'ose pas. Et de moi-même, oui. Il y a souvent un point du coup, surtout vis-à-vis des personnages qui pourraient me ressembler. Ça, je veux bien, un peu d'autodérision. Ça ne peut pas faire de mal, mais vis-à-vis des autres, j'ai beaucoup de mal.
C'est indécent. J'ai une question qui est posée par Lisa. Je vais lire la question. Comment vous pensez les possibilités de repenser l'organisation sociale en Haïti dans le contexte d'un monde néolibéral et néocolonial où l'aide humanitaire et les États occidentaux se mêlent de la politique en Haïti? Je crois qu'on a répondu en partie à la question, mais cela n'empêche pas Lionel Trouillot de répondre une deuxième fois. Écoutez, il faut rompre. Il faut rompre. Il faut rompre. Il faut trouver la stratégie de déconnexion. Et ce n'est pas donné. Mais l'histoire n'est jamais donnée. La réalité actuelle d'Haïti, les États-Unis, par exemple, voudraient que on aille vers des élections avec le pouvoir qu'on a là, qui est corrompu, qui est rejeté par tout le monde, qui vire à la dictature, les Haïtiens disent. Donc il y aura probablement un désaccord entre la conscience nationale haïtienne et, je dirais, la communauté internationale. Mais à des moments où il faut dire non. Moi, je pense que, oui, nous vivons des situations difficiles, mais ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. La question est de savoir, est-ce qu'on va réunir suffisamment de voix, suffisamment d'énergie et d'intelligence pour porter ces discours de rupture. Je pense qu'on a besoin de discours de rupture. Il y en a qui existent, qui ne sont pas suffisamment répercutés, mais c'est une véritable urgence. On ne peut pas dire, voilà, oui, elle veut, mais il y a quand même des exemples au monde où on a entendu des voix dire, non, moi je veux pas, vous voulez, moi je veux pas. D'ailleurs, il y a une anecdote un peu connue dans la vie politique haïtienne récente. Il y avait une ONG qui voulait construire un hôpital quelque part. Il y a eu un ministre pour dire, écoutez, moi, si vous faites la première pose de pierre, moi, je fais venir les bulldozers. Et l'hôpital n'a pas été construit. Donc, moi, je pense qu'il y a des moments où il faut avoir le courage de dire non. Vous parlez justement du mouvement donc bicentenaire. Vous le dites, pour dépasser la fixité du malheur, tout dépend du mouvement. Il faut que le peuple bouge. Je ne sais pas, moi, je voulais vous poser aussi une question. Vous avez eu l'opportunité, sous le régime Duvalier, de quitter Haïti. Vous avez passé quelques années aux États-Unis, mais pourquoi vous avez choisi de rentrer à Port-au-Prince? Ah, c'est compliqué. Oh, en fait, je dis que c'est compliqué, mais quand même, c'était assez simple. Moi, je n'ai pas choisi de laisser Haïti. Ma mère, pour des raisons que je comprends tout à fait, voulait laisser Haïti. Je pense que c'était lié en partie aussi au divorce avec mon père, qu'elle avait très mal vécu. Donc, quand ma soeur Evelyne et moi, nous étions mineurs, donc notre mère nous embarque, comme on dit chez nous, pour les États-Unis, où j'ai passé quelques 5 ans. Mais quand j'ai atteint l'âge de la majorité, j'ai choisi de revenir, peut-être parce que j'avais besoin de solitude, peut-être parce que j'avais besoin de liberté, peut-être aussi parce qu'au moment où je suis parti, c'était le moment où je commençais à connaître une Haïti qui n'était pas que, j'avais 14 ans, que je commençais à connaître une Haïti qui n'était pas que l'Haïti de mon quartier petit bourgeois. Donc, c'était une sorte d'apprentissage social humain brutalement interrompu. Et puis j'étais aussi lié à des mouvements politiques et on se rendait compte qu'on n'allait pas renverser la dictature des Duvalier à partir des sous-sols de New York. Comme moi j'étais jeune et pas encore brûlé, pour parler le langage de l'époque, quand il y a eu ce mouvement de retour, j'ai été l'un des premiers à revenir un peu en éclaireur pour dire aux autres voilà comment les choses se passaient. Et puis mon père était bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, l'un des avocats les plus respectés du pays. Donc j'ai glissé dans des études de droit, ça m'a donné une couverture pour pouvoir boire mon alcool la nuit et faire mes petites pratiques politiques clandestines. Donc voilà, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui m'ont fait revenir. Et puis je voulais pas devenir une sorte de intellectuel haïtien en exil aux États-Unis. Bon, j'avais 14 ans, je pensais que j'allais naître à mon haïtianité, et puis il y a eu cette interruption. Donc,
au moment où j'ai pu décider par moi-même, j'ai choisi de revenir pour recommencer mon apprentissage. Et comment voyez-vous l'avenir de la littérature haïtienne? Il y a de jeunes voix qui sont en train de percer. C'est très difficile. Très difficile. Je pense que la zone de vitalité est la poésie d'expression créole. Il y a eu une grande libération du côté de l'usage du créole dans les espaces publics. Il y a une littérature, surtout en poésie, d'expression créole qui est très vive. Et ce sont des garçons et des filles qui, justement, sont issus de milieux populaires, pour la plupart, et qui font entrer dans la poésie les imaginaires, des réalités, des formes de subjectivité qu'on n'avait peut-être pas rencontrées quand il n'y avait que des gens originaires des classes moyennes, bien éduquées, bien instruites et relativement aisées qui produisaient. Donc il y a ce déplacement-là. Maintenant, la littérature haïtienne de langue française, je pense qu'elle est en péril. Je pense qu'elle est en péril. Les conditions globales d'existence dans le pays, la qualité de l'enseignement, l'affaissement, je dirais, intellectuel du pays, je ne vois pas venir des écrivains de langue française sur les 10 prochaines années. Et en parlant justement de l'enseignement de l'éducation, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Vous parlez d'affaissement intellectuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, il y avait un système autrefois qui était un système très élitaire. Ceux et celles qui allaient à l'école n'étaient qu'un petit nombre, étaient bien formés. Puis il y a une sorte de massification tout à fait légitime politiquement et de l'enseignement. Donc il y a aujourd'hui un grand nombre d'Haïtiens qui vont à l'école, ce qui est juste, mais ils vont dans quelles écoles? Donc le système s'est totalement dégradé en se massifiant. Aujourd'hui, les enfants de la bourgeoisie haïtienne, vous n'allez pas les trouver dans le système scolaire haïtien. Ils vont dans les écoles françaises ou américaines du pays. Ensuite, là encore, il y a eu énormément de réformes, de crypto-réformes dans le système éducatif haïtien, la plupart dictées par les experts de la communauté internationale qui ont fait un véritable merdier du système éducatif haïtien. Autrefois, on produisait les aliénés. Aujourd'hui, on produit surtout des crétins, je dirais. C'est vraiment, c'est triste à dire, mais il y a bien sûr des Haïtiens qui font un travail de bénédictins, de bénédictines, en faisant vraiment fonctionner des écoles, mais ce ne sont pas des écoles qui servent de modèle, puisque l'État ne tient pas compte de ce que font les vrais éducateurs haïtiens. Donc là, la situation de l'enseignement est catastrophique, sauf des héros et des héroïnes qui font un travail extrêmement respectable. Très bien. J'ai peut-être une avant-dernière question. C'est Ivan qui vous demande, quand vous dites qu'écrire, c'est raconter l'autre et voir au-delà de sa propre vie, sa propre condition, comment le petit bourgeois, tel que vous le dites, est arrivé à passer des autres côtés, c'est-à-dire passer de l'autre côté, des autres réalités, comme cela, comment cela s'est-il produit pour vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience? Il y a quelque chose en moi que je ne maîtrise pas, qui m'a sans doute porté à faire cela. Mais il y a aussi un choix humain. Un choix humain. Mon ami Laurent Godet, qui a aussi publié par Actes Sud, Laurent, quand il dit, écoute Lionel, moi je n'ai aucune envie d'écrire sur mon 14e arrondissement. Et donc je vais regarder ailleurs. Donc moi, je n'ai pas trop envie de vous raconter Lionel Trouillot, le petit bourgeois qu'il a été, sa petite taille, ses désirs assouvis ou inassouvis. Je me pose souvent la question, qu'est-ce qui mérite d'être raconté? Et je ne vais pas chercher ce qui mérite d'être raconté en moi, je vais chercher ce qui mérite d'être raconté dans un élément du réel qui a attiré mon attention et que j'aimerais mettre en discussion avec le public. Les récits que j'écris, les fictions que j'écris sont toujours nés de quelque chose que j'ai vu ou de quelque chose que j'ai entendu, de quelque chose d'extérieur. J'ai écrit Thérèse en 1000 morceaux, j'étais allé dans cette bonne ville du Cap et j'avais vu une femme et je me disais, cette femme-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et
elle est écrasée par le poids de l'histoire, le poids de la religion. J'ai fait un roman, Yanvalou, pour Charlie. J'avais des amis à la faculté de droit qui étaient d'origine populaire. Et 20 ans plus tard, quand je les rencontre, on dirait qu'ils avaient oublié leur origine. J'ai fait le roman à partir de cela à Kandiaou. J'ai vraiment vu les horreurs qui existaient dans ces milieux universitaires, les horreurs dont les jeunes femmes étaient victimes. Je pars toujours d'un élément extérieur. Et je pense que, comme je vous le disais, il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire ça, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la résolution. Moi, je suis animateur d'ateliers. En particulier, j'ai mon atelier qui existe depuis 13 ans, l'atelier jeudi soir. Je demande aux membres de l'atelier d'aller voir ailleurs pour se déniaiser. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résolution. C'est un véritable apprentissage, quelque part. Non seulement aller voir la réalité de l'autre, mais aller voir aussi comment l'autre vit sa réalité. La question du regard. Très bien. Une dernière, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, même si on a envie de vous retenir plus longtemps. Voilà, peut-être un dernier message à adresser à la jeunesse. Je ne vais pas dire à la jeunesse africaine ou haïtienne, mais je vais dire à la jeunesse de manière générale, qu'elle soit née du bon côté ou du mauvais côté de l'histoire. Oh, je pense que peut-être le venir sartrien sur certains points. Il y a ce qu'on a voulu faire de nous et il y a ce que nous pouvons faire contre ce qu'on a voulu faire de nous. Je pense que c'est un peu cela à vivre. Ne jamais être ce qu'on a voulu faire de nous, toujours trouver la possibilité de déborder. Ce débordement, on ne peut le faire que si on se pose la question des rapports avec l'autre. On ne peut pas construire son bonheur dans la solitude, on ne peut pas construire sa rupture uniquement dans la solitude. Donc, comment dirais-je, regarder la vie autrement, regarder notre présence au monde autrement et ne pas être prisonnier, de tout ce qui peut nous enfermer et faire que notre regard soit pauvre. Et si on enrichit nos regards, cela demande, dans un monde presque de pensée unique, cela demande d'oser les formes de rupture. Forme de complexité aussi. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment au nom de toutes les personnes qui ont eu la gentillesse et la générosité de rester avec nous tout au long de... Voilà, ça fait 1h32 qu'on est en train de discuter. Donc, au nom du public et au nom de l'Institut français du Maroc, je vous dis, je vous adresse un grand merci et je vous dis au plaisir de vous rencontrer réellement et non pas virtuellement ici au Maroc dès qu'on sortira de cette crise sanitaire. Merci, merci infiniment. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui étaient là pour écouter. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Très bien. On va quitter.